On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on vous parle des maisons d'enseignement dans notre territoire. Bon, le Cégep Saint-Jean, qui est dans une phase de planification stratégique pour les 5 prochaines années. On en discute avec sa directrice générale, Chantal Denis, dans quelques instants. Mais d'abord, on a craint quand même, peut-être pas le pire, mais quand même certaines difficultés du côté de l'école secondaire Marcelin-Champagnat, où la semaine dernière, il y a un faux plafond qui s'est écroulé dans une classe. C'est le cas de le dire, ça a fait boum. Et puis là, bon, il y a des travaux et tout ça, donc on va faire le tour de la question avec le directeur de l'école, M. Custeau. Des travaux d'urgence sont en cours du côté de l'école secondaire Marcelin-Champagnat, du côté dans le secteur Iberville. On apprenait la semaine dernière qu'un faux plafond s'est un peu écroulé là, dans une classe. Je présume que les autorités ont dû se questionner sur l'état du bâtiment. Question de faire le point et de sécuriser aussi les parents et les enfants de cette école. Avec nous, le directeur de l'école, Richard Custeau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, c'est un bâtiment quand même qui existe de très, très longue date. Oui. Bâtiment qui a probablement été entretenu comme tout bon bâtiment. Expliquez-nous d'abord comment s'est produit l'incident. Juste expliquer un petit peu ce qui s'est produit. Effectivement, il faut comprendre qu'en chacun des étages, il y a une dalle de béton. Et puis, sous la dalle de béton, il y a ensuite un faux plafond de plâtre qui, lui, n'est pas collé sur la dalle de béton. Il y a environ un 16 pouces d'espace entre le faux plafond et la dalle de béton. Et nous, quand on a fait nos travaux d'agrandissement il y a 1 an et demi, donc au printemps 2012, on a fixé en dessous de ce faux plafond-là en plâtre un autre faux plafond de tuiles, là, comme il y a un petit peu partout maintenant. Là. Alors, ce qui s'est produit, c'est que le faux plafond de plâtre, à un certain endroit où est-ce qu'il y a déjà eu, par le passé, je ne sais pas à quel moment, il y a déjà eu un dégât d'eau. Et puis, donc, le plâtre s'est effrité, il est tombé sur le faux plafond plus récent et il a entraîné donc la chute, l'affaissement d'une certaine partie dans un local classe. Et donc, par le fait même aussi, un luminaire. Là. Bon, c'est arrivé en plein jour? C'est arrivé, oui, c'est arrivé le matin à 10h30. Durant une classe? Fort heureusement, il n'y avait aucun élève dans la classe. C'était un local vide à ce moment-là. Bon, sinon, parce que j'ai pas vu les photos, mais ça ressemblait à quoi comme dégâts? C'était peut-être un espace d'environ, je dirais, peut-être 2 pieds de large, une tuile peut-être par 8 pieds de long environ. Là. Si quelqu'un s'était trouvé en dessous, est-ce qu'il y aurait pu y avoir des risques de blessures? Oui, il y aurait pu des risques de blessures, effectivement. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Bon. Quand l'événement s'est produit, premièrement, comment l'avez-vous su? Quelqu'un est rentré dans la classe et s'est aperçu Non, du dégât? c'est l'étage en dessous, c'est l'étage administratif et on a entendu... Donc, vous avez entendu le bruit? On a entendu le bruit, c'est ça, oui, effectivement. Alors là, les gens sont montés pour aller voir. C'est comme ça qu'on a constaté l'incident. C'est quoi votre première réaction quand vous constatez ça? Parce que, bon, vous êtes responsable d'une école, il y a des centaines d'élèves et tout ça, et là, on se dit, est-ce que là, on a des scénarios catastrophes, on a des réflexions, on se dit, on va... Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Bien, c'est comme vous dites, là, dans le fond, c'est un peu tout ça qu'on se pose comme question. Est-ce que c'est concentré à un seul endroit ou c'est plutôt à grandeur du bâtiment? Qu'est-ce qui s'est produit? C'est-tu le bâtiment qui a bougé? On ne sait pas à ce moment-là. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle on n'a pas pris de chance non plus puis qu'on a décidé de faire une évacuation. En fait, l'évacuation, c'était pour 2 raisons. La première, c'était une question de sécurité et aussi pour la suite, aller vérifier, parce qu'on avait besoin d'aller vérifier dans les différents locaux à ce moment-là si cette situation-là pouvait se produire ailleurs dans l'école. Donc, vous avez évacué l'école, pour le reste de la journée? Pour le reste, oui, c'est ça, pour l'après-midi, exactement. Bon, sauf que le lendemain, il y avait reprise des cours? Oui, c'est ça. Alors, assez rapidement, on a constaté, parce qu'on a fait venir un architecte là, qui est habitué de fonctionner avec l'école, alors on a fait venir, puis on a pu constater que c'était très circonscrit dans l'espace. C'était pas à grandeur du bâtiment, c'était vraiment un seul endroit. Dans le fond, c'est sur l'étage où est-ce qu'on a fait les travaux il y a donc 1 an et demi. Pour le reste du bâtiment, il n'y avait pas rien à craindre. Alors, c'est pour ça qu'assez rapidement, on était capable de dire aux élèves qu'ils pouvaient réintégrer les classes le lendemain matin. Mais cet espace-là, donc les 6 locaux concernés, eux, sont 6 locaux. Alors, les 6 locaux, donc, sont encore présentement, là, en fait, là les travaux sont terminés. Les élèves vont pouvoir réintégrer les classes jeudi de cette semaine. Bon. Est-ce qu'on connaît finalement la cause? Bon, vous dites qu'il y a eu des travaux d'agrandissement, il y avait un faux plafond, puis un autre faux plafond. Là, bon, vous avez expliqué ça tantôt. Mais quelle est la cause, mis à part le fait que vous dites qu'il y a eu une infiltration d'eau il y a un certain temps? Oui. En fait, ce qu'on nous a suggéré, c'est différentes recommandations qui ont été effectuées dans les derniers jours. Là. La première chose, c'est qu'il fallait vraiment qu'on puisse faire retirer à certains endroits s'il y avait encore des matériaux friables.
Bon, par exemple, justement, si on pouvait constater dans le plafond qu'il y avait peut-être justement des espaces où est-ce qu'on pouvait voir des dégâts, peut-être de l'usure prématurée, de retirer ce plâtre-là pour pas que ça se reproduise. Il restait à différents endroits aussi des petites sections de terracotta aussi qui étaient dans les murs d'origine. Alors ça aussi, ça a été retiré. Donc, première étape, c'était de retirer les matières friables qui pouvaient y avoir. La deuxième étape, ensuite, c'était ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi placé des chaînettes après tous les luminaires des locaux. Ah, ouais. Alors, il n'y avait pas ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les travaux, maintenant, là j'ai l'air d'un professionnel à vous dire non, mais des choses écoutez, je pense que c'est une compagnie de construction qui nous regarde. Ah, ça, c'est qu'on a été reclassé dans le territoire ici avec, concernant les risques de séisme. Alors, à ce moment-là, on doit maintenant, quand on fait des travaux pour le futur, on doit vraiment, c'est une étape qu'on doit faire, c'est placer des chaînettes après les luminaires. Alors, on est allé fixer ces chaînettes-là sur la dalle de béton et non sur le faux plafond de plâtre. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, ça a été aussi ensuite de aussi solidifier le faux plafond actuel, aller solidifier à différents endroits aussi pour le fixer sur la dalle de béton. Bon, et tout donc, ça, c'est ces trois étapes-là qui ont été donc, effectuées. et ultimement, il n'y a pas de... C'est pas un vice de construction ou c'est pas une négligence de travaux effectués dans le passé? Ou, non, on ne croirait pas. Si jamais il y avait quelque chose, ça serait peut-être juste de vérifier avec la firme qui avait installé le faux plafond qui ne l'a pas installé sur la dalle de béton. C'est ce qu'on pourrait vérifier, mais pour l'instant, je n'ai pas fait ces vérifications-là. On était plutôt dans l'urgence de replacer les locaux assez rapidement disponibles pour les élèves. Bon. Parlez-nous un peu c'est drôle à dire, mais un peu le plan de communication, parce que moi, rapidement, j'ai reçu vos communiqués, tout ça, et là, on se dit, bon, un plafond qui s'écroule dans une classe, dans une école, bon, je me mets dans la peau des parents, vous avez dû être inondé d'appels et de courriels, je ne sais trop, mais comment ça s'est passé à l'intérieur de l'école avec les élèves et les parents? Ça s'est très, très bien passé. Alors, la première chose qu'on a faite, c'était... en fait, donc, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on est avec la Fédération des établissements d'enseignement privé, la FEEP. Alors, on a consulté la FEEP, qui ont des spécialistes dans différents domaines, donc une spécialiste en communication aussi, qui nous a mis en contact avec une personne qui nous a pu nous aider justement à bâtir des communiqués de presse puis un petit peu savoir comment se diriger là-dedans. Alors ça, c'est la première étape qui a été effectuée. On a eu une très, très bonne collaboration d'abord de tous les membres du personnel qui nous ont aidés à faire cette évacuation-là. Il faut dire là, non plus que ce n'est pas un feu, là. Il n'y avait pas non plus d'urgence tant que ça, mais on voulait vraiment bien faire les choses. Alors ça, c'est la première étape qui a été réalisée. Et puis donc, le personnel a vraiment bien collaboré. Les élèves aussi qui ont fait ça dans un calme exemplaire et aussi, surprenant que ça puisse paraître aussi, une grande collaboration des parents. Moi, j'étais surpris de voir de nombreux parents venir chercher leur enfant en plein après-midi comme ça. Et là, on voit même que l'utilité d'un téléphone cellulaire à l'école, parce que habituellement, ils sont interdits, mais là, on avait accepté que les élèves puissent appeler leurs parents et ça a bien fonctionné. Donc, le réseau, le message s'est propagé. Parce qu'on a seulement 5 lignes à l'école. Ça aurait été donc de faire appeler les 1100 élèves avec 5 lignes. Donc, ils ont utilisé leur téléphone et puis ça s'est fait assez rapidement. Au final, ça va être quoi? C'est une facture de quelques dizaines de milliers de dollars, je présume? L'ampleur des travaux? Bien, l'ampleur des travaux, non. On est chanceux parce qu'on a des personnes à l'interne qui ont pu faire des travaux. Alors, c'est exactement ça. Alors, puis, bien, là, présentement, on est plutôt à l'étape de ménage, si on veut. Fait qu'il y aura donc c'est cette facture-là, peut-être, je dirais 4-5 000 peut-être. Bon. Mais sinon, l'État, parce que là, est-ce que ça vous a permis en même temps de faire une vérification plus exhaustive de l'état du bâtiment? Parce qu'en même temps, vous êtes en fonction depuis pas très, très longtemps. C'est la troisième année. Donc, troisième année. C'est un bâtiment qui existe, je ne me rappelle pas la date de fondation, là, mais aussi longtemps qu'on se rappelle, le bâtiment était là. Donc, est-ce que cet épisode-là vous a permis un peu de faire une vérification plus exhaustive de l'état du bâtiment? Oui, puis ce qu'on va surtout faire aussi, c'est qu'on sait qu'on a des travaux d'agrandissement aussi qu'on prévoit faire dans le troisième étage de l'école. Le troisième étage de l'école qui est occupé par les frères aller jusqu'au printemps dernier. Alors là, maintenant, il est libre. Alors, on veut récupérer aussi le troisième étage. Alors, ça veut dire que lorsqu'on fera les travaux en fait, ce qu'on a fait au deuxième étage, qu'on fera aussi au troisième, bien, on va certainement maintenant mieux réagir. Bon. Combien d'élèves fréquentent l'école Marcelin-Champagnat? 1120 élèves. 1120 élèves. Oui. Est-ce que vous êtes au maximum de votre capacité? Non, on souhaite se rendre à 1200 dans les prochaines années. Bon, là, je présume qu'on doit rentrer bientôt là, dans les portes ouvertes et les événements. C'est déjà fait? C'est déjà fait, les portes ouvertes, les examens d'admission aussi. Alors là, présentement, on est en recevoir les réponses de nos futurs élèves de première secondaire. Et là là, donc est-ce qu'il y a des espaces prévus pour les retardataires? Oui.
Oui, on est allé jusqu'aux fêtes, là, ça va assez bien là-dessus. Donc, on devrait être fixé pour le nombre d'élèves et le nombre de groupes pour la première secondaire l'année prochaine. Si vous pensez grimper à 1200 élèves, est-ce à dire que la courbe démographique dans la région ici va vous permettre d'augmenter un peu votre nombre d'élèves? Oui, on voit bien que, pour les années présentes, c'est un petit peu plus difficile, mais on voit que vers 2018, va certainement poindre le boom qu'il y a au primaire va se rendre au secondaire. Alors, on a bon espoir de se rendre à 1200. Donc, ce qu'on est en train de faire, de toute façon, parce que présentement, on a 7 groupes en première secondaire, 7 groupes en deuxième et en troisième aussi. Et c'est notre quatrième et cinquième secondaire qui a 6 groupes. Donc, on va poursuivre ce 7e groupe-là jusqu'en 5e secondaire. Qu'est-ce qui distingue cette école-là des autres? Ce qui nous distingue, moi, je suis impressionné surtout par tout ce qui se fait dans l'école. Quand je dis ce qui se fait, c'est le personnel qui est hyper impliqué et qui réalise tellement de belles choses avec les élèves. Le rayonnement aussi de nos élèves et notre personnel sur la communauté. Quand je vois, tout dernièrement, qu'on a fait le défi Terry Fox, et encore cette année, 30 000 $ qui ont été amassés. Alors, ce sont des trucs fantastiques. On va certainement faire aussi le match de hockey comme à chaque année prochainement. Alors, ce sont des belles choses. On a une équipe d'enseignants aussi très dynamique qui propose une pédagogie assez incroyable. Alors, ce qui fait que notre programme est très enrichi aussi. Vous savez, dans une école... Dans une autre école que la nôtre, en fait, les élèves ont 1 heure de moins par jour que chez nous. Alors, étant donné l'horaire de transport, on a une période de plus par jour, ce qui fait en sorte qu'on est capable d'offrir donc de l'enrichissement dans toutes nos matières. En 2-3 ans d'exercice de vos fonctions, qu'est-ce que vous avez réussi à faire dans ce laps de temps-là? Bien, il y a eu cet agrandissement-là qu'on a fait, alors aussi de passer à 7 groupes comme on est en train de faire. Et puis là, on est en train de travailler des nouveaux programmes présentement. Donc, on devrait être en mesure de nous placer différemment dans l'échiquier pour les prochaines portes ouvertes. Donc, quand je parle des prochaines portes ouvertes, parce qu'on est déjà en prévision de l'année 2014-2015, mais pour les portes ouvertes à ce moment-là. M. Cousteau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Meilleure des chances. Donc, les classes vont rouvrir prochainement? Jeudi de cette semaine. Bon, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de planification stratégique du côté du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. On poursuit maintenant dans le monde de l'enseignement, non pas pour vous parler d'un plafond qui s'est écroulé au Cégep, mais bien de la planification stratégique. Avec nous, sa directrice générale, Chantal Denis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, vous, votre bâtiment va bien, là. Il n'y a pas de difficulté, là. Ça va bien. C'est ça. On met ça en perspective. Oui. Lors de votre dernière rencontre, puis on le sait, les quelques dernières fois qu'on s'est parlé, c'était surtout le contexte de la grève étudiante, puis les carrés rouges, puis les manifs, puis après ça, bon... Là, évidemment, on a tourné la page. Je présume que lorsqu'on est revenu d'ailleurs dans un calendrier tout à fait normal et régulier, là, où il y a encore des impacts de la grève. Le calendrier revient à la normale. C'est la dernière session où on a des impacts. Vous avez encore des impacts? Parce que la session, l'année passée a tout été décalé. Donc, on termine avec la session automne et puis après, on revient complètement à la normale. Donc, au retour des fêtes, on revient au calendrier régulier. Oui, effectivement. Jusqu'à la prochaine grève dans 25 heures. On espère. On espère que non. Bon. Parce que justement, la dernière fois que vous êtes venu, vous m'aviez dit, écoutez, là, évidemment, le Cégep est rendu à une étape où on doit se pencher sur une planification stratégique. Puis vous m'aviez dit, bon, ben, on s'en reparlera quand on sera prêt. Visiblement, vous avez le document devant moi. Parlez-nous d'abord de cet exercice. Donc, on dit planification stratégique 2013-2018 dans une organisation, un Cégep, une université, une commission scolaire, une ville. Dans une grosse organisation, c'est toujours important de faire ce genre d'exercice-là parce que ça va un peu tracer la voie de ce qui s'en vient. Parlez-nous d'abord de comment s'est fait cet exercice-là au cours de la dernière année. Bien, l'exercice s'est fait parallèlement à l'évaluation de l'ancien plan stratégique. Donc, nous avons pu avoir les constats de l'évaluation du plan stratégique 2005-2010 et apprendre de ces constats-là
pour aller de l'avant avec notre nouveau plan qui est le plan 2013-2018. Alors, il y avait un comité qui s'appelle le comité du plan stratégique où toutes les instances du cégep sont représentées et où le président et le vice-président du conseil d'administration également siègent. Les étudiants sont là aussi. Donc, nous avons travaillé pendant 1 an, presque et demi, pour arriver à notre plan qui a été adopté par notre conseil. Bon. Si on revient d'ailleurs au plan de 2005-2010, et je présume qu'à l'époque, c'était votre prédécesseur, M. Brasset, qui était là, mais vous-même, vous étiez là aussi? J'étais directrice des études à ce moment-là. Quand on fait l'évaluation de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait ou de ce qu'on pensait faire et qu'on n'a peut-être pas fait ou qu'on a fait, bref, quel est le bilan que vous tracez de la dernière planification stratégique? Bien, le bilan est positif. Alors, la majorité des actions qui étaient dans l'ancien plan stratégique ont été réalisées. L'évaluation a été jugée comme une évaluation de qualité par la commission d'évaluation de l'enseignement collégial qui est venue nous rencontrer avec notre rapport d'évaluation, qui a rencontré différentes instances du cégep et qui a rendu son verdict d'évaluation de qualité. Alors, ce que l'on a fait, c'est qu'on a pris chacune des orientations, on a regardé les plans de travail annuels et le bilan global des 5 années et 6 années, parce qu'on a poursuivi avec les mêmes orientations pour une 6e année, avec évidemment l'autorisation et l'accord de notre conseil d'administration. Donc, on a regardé chacune des orientations, actions annuelles et finalement le bilan global. Bon, à chaque fois qu'on s'est vu dans les dernières années, vous étiez toujours en record de nombre d'élèves. Là, je vous repose à nouveau la question. Combien avons-nous d'élèves cette année au Cégep Saint-Jean? Nous avons 2385 étudiantes et étudiants à l'automne 2013. Est-ce que c'est plus ou moins que les années précédentes? C'est un petit peu moins que l'automne 2012. Donc, on a 3 de moins d'étudiants de l'automne 2012. Attribuable à? Bien, on a évidemment la baisse démographique qui joue. Maintenant, par contre, nous avons eu les portes ouvertes mardi dernier et là, nous avons eu un record au niveau du nombre de personnes qui sont venues assister aux portes ouvertes. Alors, on a 20 d'augmentation des portes ouvertes de l'année dernière. Et c'est toujours un bon indicateur. C'est ça. Est-ce que ça, c'est annonciateur des prochaines inscriptions? C'est un bon indicateur des prochaines inscriptions. Alors, on est confiant pour l'automne 2014. La capacité physique du cégep peut accueillir jusqu'à un maximum de combien d'élèves? 3400. Donc, vous avez beaucoup de jeux? Pas beaucoup, parce qu'on est à 3285. Donc, 3285? Oui, c'est ça. Donc, OK, donc, donc j'avais compris 2300, c'est pour ça que je voyais le jeu. Là. Donc, vous êtes vous êtes pas mal, en fait, vous êtes pratiquement plafonné. Pas mal à notre capacité avec un complexe modulaire de 3 classes qu'on a toujours. Donc, avec ces 3 classes-là, on réussit à accueillir nos étudiants. Que dit maintenant la planification stratégique 2013-2018? Quelles sont les grandes orientations? D'abord, au niveau de la démographie, est-ce que vous vous attendez à des hausses, à des baisses ou à une certaine stabilité, ou est-ce que vous devez même agrandir, ou je ne sais trop? Qu'est-ce que ça dit? Bien, au niveau de ce qui s'en vient, on a plutôt basé, entre autres, la planification sur 6 grands enjeux, dont un premier enjeu qui est évidemment la réussite éducative. Ouais. Parce que oui, on recrute des nouvelles étudiantes, des nouveaux étudiants, mais aussi, une fois qu'ils sont entre nos murs, dans nos murs, il faut prendre des moyens pour qu'ils réussissent, qu'ils persévèrent et qu'ils obtiennent leur diplôme. Donc, un des enjeux, c'est effectivement la réussite éducative. Et à même cet enjeu-là, nous voulons miser beaucoup sur les cours de première session. Donc, les cours de formation générale, les cours de français, les cours de philosophie. Alors, il y a des mesures précises qui vont être mises en place pour faciliter les réussites des cours de première session. Un autre enjeu, c'est tout ce qui a trait à la qualité des programmes. Donc, donner des programmes d'études qui vont être en mesure de répondre aux besoins de nos entreprises, aux futurs besoins des employeurs, et dans un espace de temps où tout va tellement vite, tout change régulièrement. Est-ce qu'on se doit à ce moment-là de modifier certains programmes, d'en retirer ou d'en ajouter des nouveaux? Oui, effectivement. D'ailleurs, on a un nouveau programme qui est gestion de technologie agricole, qui remplace gestion et exploitation d'entreprises agricoles. Nous avons un nouveau programme art visuel qui remplace art plastique.
Et nous sommes en demande d'un nouveau programme qui est Technologie de l'architecture. Et nous sommes en attente d'une réponse de la part du ministère. Donc, ce sont des nouveaux programmes que l'on offre déjà et nouveaux programmes qui seraient... on serait le seul cégep en Montérégie à offrir technologie de l'architecture si nous avons l'autorisation. Quand on réussit à se différencier des autres, bien ça, c'est toujours un avantage. Oui, effectivement. Donc, réussite éducative, qualité des programmes, quels sont les autres enjeux? Ensuite, notre milieu de vie. Donc, un milieu basé sur le respect et un maintien de notre culture institutionnelle, maintien et évolution de notre culture. Oui. Donc, pour nous, avec effectivement les années que l'on vient de vivre, c'est-à-dire le printemps 2012, mais aussi, depuis les 4 dernières années, on a eu une grosse augmentation du nombre d'étudiants et d'étudiantes, mais on a aussi eu un roulement personnel important, donc 30 de notre... de toutes les instances, tous les types de personnel, ça a bougé de 30 Alors, ça fait une culture institutionnelle qui doit être revue, mais on veut maintenir les valeurs qui sont au cégep depuis bien des années, entre autres le respect, la collaboration, l'engagement, la reconnaissance. Donc, on retrouve ces valeurs-là dans notre plan stratégique. Bon. Quels sont les autres enjeux? Autre enjeu, c'est d'être reconnu pour la qualité de notre savoir-faire et être reconnu dans notre région, mais aussi au niveau national et international. Donc, que l'on reconnaisse le cégep comme un acteur important au niveau du développement économique, puisqu'on forme la relève. On est là aussi au niveau économique comme employeur. Donc, on veut miser sur la reconnaissance dans notre milieu. Bon, aviez-vous des enjeux aussi à l'égard de l'entretien du bâtiment, son agrandissement ou des modifications à l'interne, tout dépendamment des besoins également qui sont créés? C'est quand même un bâtiment qui n'est pas très, très jeune, là, mais qui est... Bien, ça entre dans un autre enjeu qui est la partie de fournir un milieu éducatif sain. Et donc, dans cet enjeu-là, on retrouve des orientations pour justement couvrir tous les aspects du milieu éducatif, qui sont entre autres le bâtiment, donc l'état des salles de cours, les laboratoires. Et à partir de cet enjeu-là, il y a tout l'aspect d'évolution des technologies également, autant au niveau de la gestion que de l'éducation, de l'apprentissage. Donc ça fait partie des enjeux, parce que quand on a un bâtiment comme celui-là à entretenir, je ne sais pas si vous avez des demandes auprès du ministère aussi, pour certains travaux à venir? On a un budget annuel d'immobilisation, donc on essaie de planifier sur une base de 5 années les projets d'investissement que l'on va avoir, que l'on connaît, mais on a toujours certaines surprises aussi quand on a un bâtiment qui a plus de 70 ans. Avez-vous également un enjeu à l'égard du stationnement? Il faut bien que je vous en parle, parce que là, on en a parlé dans la dernière campagne électorale. Quand on parle de milieu éducatif de qualité, on rejoint tout ce qui a trait, entre autres, au développement durable. Donc, on fait encore beaucoup d'efforts concernant l'utilisation du transport en commun, le covoiturage, les vélos. Alors, tout ce qu'on a mis en place il y a 3 ans, bien, on revient avec ces éléments-là et on voudrait évidemment faire le bilan de nos 3 années d'entente avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sur le transport en commun et voir comment on peut aller de l'avant et évoluer dans le même sens de transport en commun. Bien, je vous pose la question parce que, évidemment, durant la campagne, certains candidats du quartier ou même à la mairie en ont parlé. Me parlaient notamment d'un terrain mitoyen entre le cégep et l'aéroport. Je ne sais pas si vous, c'est dans vos cartons là, d'augmenter le nombre de cases de stationnement avec une entente avec la Ville? Bien, on est toujours ouvert à regarder ces possibilités-là. Maintenant, on avait déjà ajouté 200 espaces de stationnement il y a 3 ans, mais s'il y a des possibilités de regarder de nouvelles possibilités, on va le faire. Par contre, on veut aussi sensibiliser nos étudiantes et étudiants à aller plus vers l'environnement. Donc, comme je vous mentionne, exactement. Bon.
Est-ce qu'il y a un autre aspect qu'on n'a pas touché dans le plan stratégique? Le développement, pas nécessairement favoriser, mais contribuer au développement de l'enseignement collégial au Québec. Donc, nous sommes très impliqués dans tout ce qui se fait au niveau de la région de la Montérégie, ce qui se fait au niveau de notre fédération, donc la Fédération des cégeps. Tous les gestionnaires du collège participent aux rencontres et sont très actifs au niveau de l'éducation et la valorisation de l'éducation quand on le regarde globalement comme réseau collégial. Et vous, vous êtes en poste jusqu'à quand, précisément? Mon mandat se termine, il me reste 2 ans et demi, donc ça mène en 2016. Et en 2016, est-ce qu'à ce moment-là, vous souhaitez prolonger ou êtes-vous admissible à la retraite ou je ne sais trop? Ça, c'est très personnel, mais je ne pense pas demander un autre renouvellement. OK. Non, mais je vous pose la question parce que je présume que là aussi, ça va devenir un enjeu. Votre succession, la journée que vous allez quitter, ça va devenir un enjeu stratégique. C'est toujours un enjeu stratégique quand il y a... et en ce moment, il y a eu un grand renouveau au niveau des cégeps. Sur 48 cégeps, en 2 ans, il y a 26 nouvelles directions générales. Alors, c'est donc, ça va devenir un enjeu, ça. Effectivement. Merci beaucoup. Bonne ça continuation. me fait plaisir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La réglementation pour le stationnement de nuit entre en vigueur dès le 1er décembre. C'est toujours dans la fenêtre de 23h à 6h le lendemain matin. Il y a des exceptions, notamment dans les centres-villes de Saint-Jean, le Vieux-Iberville et le Vieux-Saint-Jean. Cependant, vous le savez, désormais, vous pouvez stationner la nuit dans la rue, sauf qu'il est de votre obligation de vérifier à 17 h à chaque jour si vous devez l'enlever durant la nuit. Donc, vous pouvez recevoir des alertes par SMS, le site web, Facebook, Twitter. On peut stationner dans la rue la nuit, mais vous avez l'obligation de vérifier s'il y a une opération de déneigement. C'est nouveau depuis l'hiver dernier. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits du conseil. Ça tombe bien parce que le lundi dernier, c'était la première séance du nouveau conseil de ville avec le maire Fecteau et les nouveaux élus. Donc, au cours des 2 prochaines semaines, on va vous présenter des extraits. Et nous, bien sûr, on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlatour.com. Bye-bye.